Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Sikasso, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est attendu ce mercredi à Sikasso pendant sa visite de 24 heures. Le chef de l'État fera des actions de développement. L'heure est au préparatif de l'accueil de la délégation présidentielle. Les responsables d'agences et programmes des Nations Unies en visite dans notre pays. La délégation onusienne est venue apporter son soutien au pays de l'AES à la demande du secrétaire général des Nations Unies. Euro 2024, l'Espagne valide son ticket pour la 8e de finale après sa victoire 1-0 aux dépens de l'Italie. Les groupes D et E seront à l'honneur aujourd'hui à suivre le match Pays-Bas-France sur ORTM 1 à partir de 19h, temps universel. Enfin, en rediffusion, la chronique du développement nous parlera de l'aide publique au développement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. La région de Sikasso s'apprête à accueillir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le samedi 22 juillet pour une visite de 24 heures. Une visite qui sera marquée par une série d'inaugurations et de poses de première pierre. Et la troisième région veut une visite mémorable. L'ORTM est allé à la rencontre des autorités administratives, politiques et populations pour mesurer le niveau de l'engouement que suscite cette visite. Les détails, c'est Koukonaté sur place. Attendu ce samedi, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, effectue ainsi une première en région de Sikasso. Une visite d'une grande importance pour les autorités régionales. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. C'est une visite qui a été tant souhaitée par les forces vives de la région. Donc cette visite mérite un accueil digne de nos traditions légendaires. Et je sais que ça va amener beaucoup d'opportunités dans la région et ça va servir à la santé même de l'esprit parce que les Sikassois attendent tellement cette visite du président et c'est sa première visite dans la troisième région de Sikasso. Pour cela, j'invite vraiment toutes les forces vives de faire preuve de notre hospitalité légendaire, de notre unité, de notre solidarité et pour faire de cette visite un moment inoubliable. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Nous disons merci d'avoir choisi Sikasso pour cette visite. Et la population de Sikasso est prête à l'accueillir avec une grande joie. Et ce sera vraiment un grand accueil qu'on lui réservera dans la capitale régionale de Sikasso. Les différentes activités pour lesquelles il doit venir sont des activités phares de la région de Sikasso. Et une des activités très très importantes pour nous, c'est la pose de la première pierre de l'université de Sikasso. Tant attendu par la population de Sikasso il y a des décennies. Nous les remercions vraiment beaucoup pour créer l'université de Sikasso et pour venir poser la première pierre afin que les enfants de Sikasso puissent étudier tout proche d'eux dans leur université. Au programme de cette visite, la pose de la première pierre de l'université de Sikasso à Gongasso, l'inauguration de l'échangeur, du viaduc, des 2x2 voies de la traversée de la ville, du stade Babemba Traoré rénové, le lancement national de la distribution gratuite de vivres aux populations et une cérémonie de décoration. Les autorités communales et représentants de la société civile veulent tout mettre en œuvre pour réussir cette grande première. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Cette visite, nous l'avons attendue de longue date. Donc c'est un événement majeur pour nous et de recevoir la première visite du président de la transition. Et c'est une occasion pour nous de communier avec lui et de partager un peu nos préoccupations. C'est vraiment une visite d'une importance capitale pour nous. Toutes les communes du Mali aspirent à recevoir le président de la transition. Et Sikasso plus que toute autre parce que Sikasso est la deuxième ville la plus grande du Mali après Bamako. Donc on s'attendait depuis longtemps à ce que
et Sikasso reçoivent la visite. En plus, la commune urbaine de Sikasso est la commune urbaine la plus grande du Mali. Donc, à ces deux titres, nous espérions recevoir plus tôt, mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. Abdoulaye Traoré, représentant de la légitimité traditionnelle. Cette visite a été annoncée depuis un certain temps et notre préoccupation était que est-ce qu'elle aura lieu même? Mais lorsqu'on nous a dit, on a précisé la date pour dire que le 22 juin, ce mois-ci, que le président sera avec nous, vraiment, on était très heureux parce que c'est la première fois que le président viendrait dans notre cité. On en a parlé dans le vestibule en invitant les uns et les autres de s'associer avec les responsables des quartiers qu'ils habitent, vraiment pour qu'il y ait une forte mobilisation dans ces rendez-vous de la visite présidentielle. Kamisa Berté, représentant de la CAFO. Cette visite présidentielle va être très importante pour la population de Sikasso parce que c'est quelque chose qu'on attendait. On attendait ça depuis longtemps. Donc le fait que ça va se faire, vraiment on est très contente et on est pressé même de le recevoir chez nous. Les femmes sont prêtes. Les populations qui saluent cette visite attendent impatiemment l'hôte de marque. Alors, tous au rendez-vous de ce samedi 22 juin au stade Babemba pour un séjour exceptionnel réservé au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État en région de Sikasso. De Sikasso, Seko Konaté, Moustapha Doumbia et Taïro Konaté pour l'ORTM. L'ORTM sera au cœur donc de cette visite avec une forte mobilisation. Alors, une forte délégation des directeurs régionaux des différents fonds, agences et programmes des Nations Unies à la demande du secrétaire général des Nations Unies entreprend une visite dans les pays de l'AES. La délégation onusienne qui est à Bamako pour une visite de solidarité a été reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui avait à ses côtés ses collègues en charge de la santé, de l'énergie et de la jeunesse. La délégation a réaffirmé la solidarité des Nations Unies à accompagner le Mali dans plusieurs domaines. Arju Matina. Après Niamey, au Niger, les émissaires du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sont arrivés à Bamako pour une visite de solidarité et d'accompagnement des Nations Unies. La délégation, comprenant également les directeurs régionaux des différents fonds, agences et programmes des Nations Unies, à l'issue des échanges, réaffirme l'accompagnement nécessaire des Nations Unies dans le sens de la vision malienne. Dié Abdoulaye Mar, chef de délégation. Le message, c'était de prononcer un message de solidarité au Mali et aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel, solidarité des Nations Unies et accompagnement des Nations Unies. Aller dans le sens de la vision malienne et être aussi l'avocat du Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le fait de venir nous écouter, échanger avec nous, comprendre la vision et ce qui anime les autorités actuelles, leur ambition, mais aussi les solutions que nous proposons et les besoins que nous avons, et pour pouvoir identifier ensemble les voies de pouvoir continuer. Nous avons eu un dialogue très enrichissant. De nos jours, le Mali fait face à des défis dans plusieurs secteurs, d'où la présence à la rencontre d'échanges de certains membres du gouvernement. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Si vous regardez les défis auxquels le Mali est confronté, les ministres qui sont présents aussi sont essentiellement dans ces secteurs. Le représentant des Nations Unies nous a indiqué qu'ils viennent de rencontrer des jeunes Maliens en leur demandant quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes majeures par rapport au futur. Et sans hésitation, c'est l'éducation qui est venue, c'est la jeunesse qui est ressortie, c'est la santé qui est ressortie, c'est l'eau et l'énergie, l'agriculture. Il était important pour l'équipe des Nations Unies d'entendre les responsables du gouvernement qui sont actifs dans ces secteurs, quelle est leur vision, quels sont leurs plans et comment nous pouvons travailler ensemble à pouvoir répondre aux aspirations de nos populations. De ce dialogue sortira certainement des actions concrètes qui permettent d'aller vers la concrétisation de l'action engagée par les autorités au bénéfice des populations maliennes et que les Nations Unies contribuent aussi à améliorer les conditions.
Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a présidé hier la cérémonie de sortie de la deuxième promotion en master professionnel sur la paix et en master exécutif en reconstruction de l'État post-conflit. Les 26 auditeurs ont reçu leur diplôme des mains des autorités de l'école de maintien de la paix et les membres du gouvernement. La promotion porte le nom de Zeni Moulay Aïdara, conseiller spécial du président de la transition. Le reportage est signé Youssouf Diakité. Ils sont une quarantaine d'auditeurs à recevoir leur diplôme des fins de formation en master professionnel filière maintien de la paix et master exécutif filière reconstruction de l'état post-conflit de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye. Ces auditeurs de nationalités maliennes et étrangères disposent désormais des outils professionnels nécessaires en maintien de paix et reconstruction de l'état post-conflit. Colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye. Le maintien de la paix et la reconstruction de l'État post-conflit ne sont pas simplement des disciplines académiques. Elles sont des appels à l'action, des engagements à restaurer la dignité humaine, à bâtir des sociétés résilientes et à promouvoir une paix durable. Le major de la promotion, Mohamed El Ansar, qui a fait son intervention par vidéo parce que présentement hors du pays, a rassuré de l'utilisation judicieuse des diplômes ainsi obtenus. Le parrain de la promotion n'a pas tari de conseils à l'endroit des récipiendaires. Zeni Moulay Aïdara, conseiller spécial du président de la transition, parrain de la promotion. En somme, vous avez été formés pour être des leaders, des visionnaires, des défenseurs acharnés de la paix, des bâtisseurs de ponts entre les communautés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est dit particulièrement satisfait du partenariat entre l'École de maintien de la paix et l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Professeur Bouraïma Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers nos stratégies politiques, nous soutenons des programmes novateurs comme celui de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, qui joue un rôle majeur dans la formation des compétences capables d'œuvrer pour la paix et la sécurité tant au niveau national qu'international. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. La tâche qui nous incombe est aussi noble que cruciale. Bâtir des ponts là où il y avait des fossés, cultiver la compréhension là où il y avait de la méfiance, et insuffler un esprit de réconciliation là où il y avait la division. Ce défi, nous le relevons ensemble. Conscients de la diversité de nos cultures, de nos croyances et de nos origines enrichies de tissus de notre nation. Aujourd'hui, nous honorons non seulement ceux qui ont contribué à promouvoir la réconciliation au sein de nos communautés, mais aussi ceux qui se sont engagés dans des voies académiques qui favorisent la paix et la stabilité. La voie est donc désormais ouverte à la quarantaine de bénéficiaires pour la matérialisation des connaissances acquises sur le terrain. C'est l'heure des sports. En basketball, la dernière journée du championnat national de première division se jouera à partir de demain. 3 rencontres sont au programme au Palais des Sports Salamatou Maïga. Championnat d'Afrique d'athlétisme, la Confédération africaine d'athlétisme a tenu hier son conseil en marge de la compétition qui s'ouvre aujourd'hui à Douala au Cameroun. Le Mali est présent à cette compétition. Et puis football, l'Euro 2024 bat son plein. La deuxième journée est en cours cet après-midi dans les groupes E et D, les groupes qui seront donc à l'honneur. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thien. Euro 2024, la deuxième journée se poursuit dans les groupes E et D. Dans le groupe E, à 13h, la Slovaquie affrontera l'Ukraine. 2 rencontres du groupe D suivront. La Pologne sera face à l'Autriche à partir de 16h. Et enfin, à 19h, il y aura le choc Pays-Bas-France. Il y a toujours au compte de la deuxième journée, la Slovénie et la Serbie ont fait match nul un peu partout. C'est ce même score de 1-1 qui a sanctionné la rencontre Danemark-Angleterre. La dernière rencontre de la soirée a vu la victoire de l'Espagne 1-0 face à l'Italie. Le football sur le plan national est dominé par le football féminin qui démarre demain la phase cardasse de son championnat national. Les 2 rencontres de la première journée se joueront demain ici à Bamako sur le terrain de l'USFAS. L'AS Mandé sera face à Amazon de la commune 5 à partir de 16h30.
Au même moment, sur le terrain de l'AS Real, l'AS Police en découdra avec l'USFAS. C'est également ce samedi que se jouera chez la dame les huitièmes de finale de la Coupe du Mali. Au stade de Salif Keita, l'AS Saramaya de Kati recevra l'AS Real. À Bouni, au stade Moussa Diakité Udea, Tigres de la localité sera l'hôte de l'AS Entente de Siracro-Meguetan. À 100, au stade de Marcel Dakou, Teria AC de 100 sera opposé à l'AS Momo de Sikasso et à Kai Tigres de la localité aura affaire au Super Lyon. Championnat d'Afrique d'athlétisme. La Confédération africaine d'athlétisme a tenu hier son conseil en marge de la compétition. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour et de grandes décisions ont été prises lors de ce conseil de la CAA. De manière unanime, les membres du conseil de la Confédération africaine d'athlétisme ont décidé d'octroyer l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme édition 2025 des moins de 18 ans et 20 ans au Madagascar. Le Botswana et le Ghana sont les deux pays candidats pour l'organisation des championnats d'Afrique d'athlétisme senior 2026. Lors de cette rencontre du Conseil de la Confédération africaine d'athlétisme, il a été question d'évoquer la question de la protection des athlètes en fonction. À l'occasion de ces assises, il a également été question de modification des statuts de la CAA. Le point culminant sur lequel a été mis un point d'honneur, c'est le rôle des médias dans la promotion des événements sportifs, particulièrement l'athlétisme dans le monde. Ce point qui était quasi inexistant dans les textes de la CAA a été un point d'honneur ce jour-ci. Le coup d'envoi donc des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior sera donné ce vendredi au stade Japoma de Douala. 49 pays sont présents sur le sol camerounais. Et puis basketball, la dernière journée du championnat national de première division se jouera à partir de demain. 3 rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga à partir de 15h. Calavan Sport en découdra avec la AS Real chez la dame. Juste après, chez les hommes, il y aura Attaque Club de Kidal, AS Real de Bamako, suivi de CRBT de Tombouctou, AS Police. Toujours en homme, à Caille, le Sigui de Caille recevra l'AS Commune 1 et à Kulkuro, chez la dame, le centre Bidounabele défiera l'AS Mandé. Cette journée prendra fin dimanche. Le Djoliba jouera contre l'AS Police en dame, tout comme Isfas Salman de Bamako, qui s'affrontera donc juste après. Et l'opposition Isfas Salman de Bamako en homme bouclera cette phase du championnat national de première division de basketball. Chronique du développement. La chronique du développement en rediffusion revient sur l'aide publique au développement. Selon le spécialiste, cette forme d'appui ne peut pas développer un pays, mais doit plutôt demeurer une exception en vue de combler un déficit budgétaire ou réaliser un projet de développement. La chronique du développement, c'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Les pays à revenus faibles font recours à des appuis financiers étrangers pour faire face à des défis de financement de projets de développement ou pour combler des déficits budgétaires. Ces appuis financiers sont généralement accordés avec intérêt. Dans les relations internationales, on parle d'aide publique au développement. Que faut-il comprendre par ce terme générique? Modibo Maoumakalou, économiste. L'aide publique au développement, c'est une assistance extérieure reçue par un pays. Mais cette assistance extérieure est fournie par ce que certains appellent des partenaires techniques et financiers, des partenaires au développement, des donateurs ou des donneurs. Et cette assistance extérieure est fournie à des pays pour leur permettre d'atteindre leurs propres objectifs de développement. Et souvent, ça vient pour combler les déficits budgétaires, non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. On dénombre 3 types d'aide publique au développement. L'aide projet ou projet de développement, l'aide sectorielle destinée à des secteurs précis et l'aide budgétaire pour combler des déficits budgétaires. Si cette assistance extérieure peut constituer une bouffée d'oxygène pour un pays demandeur, pour un objectif bien déterminé, de l'avis du spécialiste, elle ne peut pas développer un pays. Et pour cause. Aucun pays ne devrait dépendre de l'aide au développement. Parce que ce qui se passe, quand vous recevez de l'aide de la part de ceux qui financent, ils vous dictent ce qu'on appelle les conditionnalités. Comment vous devez dépenser la somme et comment vous devez comptabiliser la somme. Parce que l'aide, c'est tout un processus. Et imaginez que vous avez 2 ou 3 partenaires techniques et financiers qui financent un secteur et que vous avez plusieurs procédures en même temps et vous avez les procédures nationales. Évidemment, ça va distraire les pays et leur faire oublier même leurs objectifs nationaux de développement. À la question de savoir si un pays à revenu faible peut se passer de l'aide publique au développement, notre expert répond par l'affirmative en précisant toutefois qu'il convient de créer des conditions endogènes à l'échelle nationale ou sous-régionale. Modibo Maoumakalou. Les pays qui sont des revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur les marchés internationaux.
Donc, comment faire? Il faut trouver des ressources. Donc, les pays à revenus intermédiaires peuvent emprunter sur les marchés des capitaux. Parce qu'on se dit que ces pays ont la capacité de rembourser. Mais les pays à revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur ces marchés des capitaux et doivent faire face à ces déficits budgétaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer des marchés financiers locaux, des investisseurs locaux qui financent non seulement les États, mais les entreprises, développer des marchés de capitaux locaux. Et malheureusement, dans les pays à revenus faibles, c'est ce qui manque. Et il va falloir que nous allions de plus en plus, qu'il y ait un changement de paradigme pour que les investisseurs locaux puissent financer les économies locales. En définitive, l'aide publique au développement doit être gérée comme un appoint, une assistance temporaire pour un pays en difficulté financière. Autrement, elle devient un instrument au service des pays développés pour maintenir les pays à revenus faibles dans la dépendance. 7h passées de 21 minutes s'achève cette édition. Présentation Kodjisbi, mise en onde Alou Koulibaly. Merci à Ousmane Daou, rédacteur en chef adjoint, qui m'a aidé à le préparer. Mise en ligne Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes. Sur les ondes.